Parti. Donc, bonjour, moi je m'appelle Sarah, je suis vice-présidente de l'Association des internes d'hématologie et je suis accompagnée de Pierre-Édouard Debureau pour animer ce webinaire, qui est notre ancien président qui anime beaucoup de webinaires maintenant et qui a toujours des fonctions à l'AIH. Et donc, on a comme thème de ce webinaire d'aujourd'hui la pneumologie en hématologie, donc un vaste sujet. On a dû se restreindre à deux thématiques avec le docteur Louise Bondel et la professeure Anne Bergeron qui vont nous parler respectivement de la toxicité hématologique de notre traitement au niveau pulmonaire, puis de GVH pulmonaire. Voilà. Donc on a déjà pas mal de spectateurs. En plus de ça, c'est enregistré. Donc, allons-y, c'est parti. Alors, on Donc, peut partager là, c'est ça? ouais, normalement, je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne? Ouais, on voit votre diaporama. J'essaie de le mettre en... euh, Alors, ouais, là, on est sur. Aïe, aïe. C'est euh, ça? Alors là, on le voit. Ouais, là, c'est bon. C'est C'est en bon? plein écran. Ok. Alors, bonsoir à tous. Voici une petite introduction et une vue d'ensemble des toxicités pulmonaires des traitements d'hématologie qui ne sera pas exhaustive, mais quelques points clés. Tout d'abord, des exemples avec des présentations scannographiques qui peuvent a priori se ressembler dans trois cas de figure avec trois présentations cliniques différentes, des patients ayant des hémopathies différentes et des traitements différents. Et vous voyez que en termes de diagnostic, on a une hémorragie intra-alvéolaire à gauche liée à la thrombopénie du patient à 15 jours de l'induction, un œdème pulmonaire lié à la toxicité des anthracyclines dans ce patient traité pour son myélome et une pneumopathie médicamenteuse à la suite du traitement à 3 mois de l'introduction du traitement. Un autre exemple avec des aspects également scannographiques assez ressemblant au premier coup d'œil avec ici des petits micronodules flous centrolobulaires un peu diffus. Ici, un petit peu plus visible avec un aspect qu'on appelle d'arbre en bourgeon. Et enfin, des nodules un peu plus flous. Et encore trois situations cliniques différentes, trois traitements différents. Et pour le premier patient, on retient un diagnostic de pneumopathie d'hypersensibilité à la racée. Dans un deuxième cas, ce sera une bronchiolite virale. Et enfin, le dernier, une tuberculose. Donc, voilà pour l'introduction, mais je préférerais donner des généralités sur ces complications qui sont liées potentiellement à tous les médicaments. Il faut identifier une association temporelle qui parfois peut être lointaine par rapport à l'introduction du médicament. Il s'agit d'un diagnostic d'élimination et souvent on traquera une cause infectieuse. On a certains facteurs de risque, notamment les facteurs de risque communs que sont l'existence d'une pathologie respiratoire chronique, une anomalie du parenchyme pulmonaire sous-jacent. Mais malheureusement, ni la clinique, ni le scanner et l'aspect histologique ne sont spécifiques et parfois peuvent être très variés. Et enfin, si on fait une fibroscopie bronchique, qu'on a un lavage broncho-alvéolaire, on peut, mais pas toujours, avoir une alvéolite lymphocytaire. La place des biomarqueurs, on en reparlera, mais rien de spécifique. Et si les EFR, les épreuves fonctionnelles respiratoires, sont réalisées, pas en urgence, elles ont en tout cas leur place potentiellement pour le suivi des patients et pour tâcher de s'assurer de la récupération d'un éventuel trouble ventilatoire restrictif et d'une baisse de la capacité de diffusion du CO. En termes de physiopathologie, tout n'est pas élucidé, mais les mécanismes sont complexes. On peut avoir soit une toxicité directe des traitements sur l'endothélium ou l'épithélium respiratoire, ou un effet direct des métabolites qui eux-mêmes peuvent être variés en fonction de certains polymorphismes génétiques. Mais l'effet peut également être indirectement par le biais du système immunitaire. Et encore une fois, plusieurs mécanismes sont
proposé. Et enfin, l'effet négatif peut être lié à une décharge cytokinique liée à l'activation cellulaire. Et de ces physiopathologies sont associées à des facteurs de risque, notamment un principal qui étant la toxicité dose dépendante. Certains traitements deviennent toxiques à partir d'une certaine dose. C'est le cas pour la bléomycine et l'irradiation thoracique. Certaines drogues vont être toxiques lorsqu'elles sont en combinaison. Et des facteurs génétiques peuvent favoriser l'émergence et la survenue d'une toxicité respiratoire avec certaines susceptibilités chez les Japonais pour les inhibiteurs de tyrosine kinase, des prédispositions pour le facteur HLA et certains cytochromes. Les infections respiratoires virales peuvent être le trigger de toxicité médicamenteuse. Et enfin, pour l'oxygénothérapie, elle peut aggraver une toxicité préexistante. Pour ce qui est de l'aspect radiologique, il faut être systématique et examiner un scanner de manière habituelle et chercher les antériorités pour pouvoir comparer et éventuellement faire un lien avec le médicament suspecté. Mais je vous l'ai dit, les aspects scanographiques ne sont pas spécifiques. On peut avoir plusieurs atteintes parenchymateuses variées. On peut également avoir une atteinte diaphragmatique, des atteintes pleurales, des atteintes également ganglionnaires avec un aspect qui peut mimer une sarcoïdose. Et le scanner en lui-même ne donnera pas un diagnostic, est toujours inclus et doit s'intégrer dans une démarche globale. On évalue la sévérité de l'atteinte qui pourra guider éventuellement la prise en charge thérapeutique. Et cette proposition de classification a été faite par le Collège de cancérologie et peut être adaptée, elle est à la fois clinique et radiologique. Pour éventuellement incriminer un médicament, cet outil est extrêmement utilisé par les pneumologues et j'espère que vous le connaissez. Sinon, vous pouvez aussi avoir une application mobile de pneumotox qui donc recense l'ensemble des toxicités médicamenteuses des médicaments avec par ordre alphabétique tous les médicaments qui ont fait l'objet d'une publication et vous avez une publication, un lien vers PubMed pour chacun des médicaments. Est-ce que la fibroscopie a une place? Il faut tout d'abord se poser la question de la réalisation de cet examen. Et dans le cas des patients en hématologie qui sont souvent fragiles, elle n'est pas forcément réalisable. Et si elle l'est, elle permet soit de poser un diagnostic différentiel, rarement un diagnostic positif. Et il est indispensable de formuler une demande orientée pour pouvoir améliorer le rendement de cet examen. Parce qu'il a été montré dans les toxicité médicamenteuse hors patient d'hématologie que principalement son utilité était liée au fait d'exclure les autres diagnostics. Il peut y avoir, mais pas de manière constante, une alvéolite lymphocytaire. Il peut également y avoir une élévation des éosinophiles. On parle de pneumonie à éosinophiles si leur proportion dépasse 25%. Il peut y avoir parfois des hémorragies intra-alvéolaires. Et en concernant spécifiquement les patients d'hématologie, dans cette revue, il a été montré que la valeur diagnostique pour les complications non infectieuses était meilleure pour les biopsies, qu'elles soient transthoraciques ou transbronchiques, que le lavage bronchoalvéolaire, mais on garde en tête qu'il y a des complications de ces biopsies potentielles et parfois même la mortalité dans certains cas. Et concernant l'impact thérapeutique de ce lavage, ici dans cette étude, chez des patients avec des infiltrats pulmonaires, le résultat de la bronchoscopie pouvait donner lieu à un changement thérapeutique dans 10% des cas. Et pour un peu résumer, il faut tenir compte du rendement attendu de l'examen qui varie encore une fois de la question qu'on s'est posée initialement, des complications qui peuvent y être associées, pour décider avec le pneumologue de sa réalisation et surtout de ce qu'on y cherche.
l'histologie a sa place dans le diagnostic des pneumopathies médicamenteuses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Les biopsies bronchiques qui sont faites lors de l'endoscopie, qui n'ont pas une place majeure ici, qui ne permettent pas de poser le diagnostic, mais par contre, l'obtention du parenchyme pulmonaire, soit par la biopsie transbronchique lors de la bronchoscopie, soit à l'aide du chirurgien par une biopsie pulmonaire, ils peuvent se discuter, mais c'est jamais un geste anodin parce que on va le voir, c'est potentiellement associé à une forte complication. Et si vous avez la chance d'avoir un radiologue qui peut faire une ponction transthoracique guidée par le scanner, cela peut être utile, mais encore une fois, il faut que le geste soit fait par un opérateur expérimenté pour en améliorer le rendement. Parce que quand on regarde dans la littérature, alors, il n'y a pas énormément de données pour les patients d'hématologie, mais on voit que le rendement de la biopsie, qu'elle soit transthoracique ou chirurgicale, varie, mais il peut être quand même jusqu'à près de 80% s'il est réalisé. Et il y a tout de même des complications, que ce soit principalement le saignement, les pneumothorax, qui doivent vraiment faire évaluer l'indication de ce geste qui n'est jamais, en tout cas, discuté sur un coin de table. Et j'ai mis ça parce que la concordance entre l'histologie et le scanner est modérée, donc ça souligne l'intérêt parfois d'avoir accumulé les deux pour pouvoir obtenir un diagnostic certain. Est-ce qu'on a d'autres outils, notamment les biomarqueurs? Alors, il y a des biomarqueurs non spécifiques qui sont souvent associés à ces complications, soit une éosinophilie qui peut être modérée, une élévation de la CRP, et il a été évalué dans quelques études, mais rien n'est disponible en routine. Quelques marqueurs, on a le KL6, qui est une glycoprotéine qui est sécrétée par des cellules épithéliales respiratoires, qui n'est pas spécifique des pathologies induites par les médicaments, mais peut être aussi augmentée dans d'autres processus respiratoires. L'anamuide, qui est une métalloprotéase qui est augmentée assez spécifiquement dans les pneumonies éosinophiles induites par les médicaments. Et enfin, peut-être le plus intéressant, ce serait ce marqueur qui est spécifique des pathologies induites par les médicaments, mais n'est pas disponible en routine. Est-ce que le PET scanner a sa place? Ici, on n'a que des études qui ont évalué ou qui ont rétrospectivement évalué son intérêt. Et dans les deux cas, c'est quelque chose qui avait été réalisé chez les patients asymptomatiques de manière très précoce. Et finalement, on pourrait... alors, il n'y a pas sa place dans les diagnostics tardif symptomatique, mais chez un patient qui a un PET scanner d'évaluation devant des anomalies qui ne collent pas avec son hémopathie, savoir y penser et creuser. Qu'est-ce qu'on fait pour la prise en charge de ces patients? Ce qui est assez compliqué, surtout en hématologie, c'est que les médicaments ne sont pas donnés pour rien, j'ai envie de dire, et donc leur arrêt n'est pas forcément possible. Est-ce qu'on peut switcher pour une autre classe, poursuivre? Et ce qui est le plus souvent réalisé et évalué, c'est la place des corticoïdes. Et ici, on a un petit algorithme qui avait été proposé dans le cadre de toxicité des inhibiteurs de checkpoint immunitaire en fonction de la sévérité et qui peut être utilisé, mais qui n'est pas adaptable à tout, puisque chaque situation sera unique. Et je finirai par quelques exemples de toxicité de médicaments. Ici, j'ai commencé par les anciennes chimiothérapies, avec l'exemple de la racée qui, depuis assez longtemps, on a montré des exemples d'œdème non cardiogénique ou de pneumonie organisée. Je ne répète pas, mais pratiquement pour chacun des traitements, le fait d'avoir une pathologie respiratoire chronique est un facteur de risque, et le tabac également. Ici, le principal facteur est la dose dépendance. Dans ces études, la corticothérapie était relativement efficace et l'incidence de survenue était de 12 à 20%.
et 1 à 2 semaines après l'introduction du traitement. On a eu des descriptions de quelques cas beaucoup moins fréquents de pneumopathie d'hypersensibilité, qui était cette fois-ci asymptomatique, et de résolution spontanée. Vous voyez peut-être ces petits micronodules flous un petit peu partout qui ont permis d'orienter vers le diagnostic. Une autre molécule qui est assez bien connue, c'est la bléomycine, qui peut s'associer à la survenue de pneumonie organisée qui peut évoluer vers la fibrose. Les facteurs de risque identifiés sont l'hypoalbuminémie, le fait d'avoir une forme bulk au diagnostic. Et alors, il y a des points d'interrogation parce que les études discordent, mais la co-traitement par le GCSF est très, très débattu selon les études. Et il a été identifié ce polymorphisme d'un nucléotide dans le gène qui code justement pour une enzyme qui serait impliquée dans la toxicité de cette molécule. La prise en charge, c'est, si on peut, encore une fois, c'est l'arrêt de la bléomycine, et une étude a bien montré que le remplacement par le brentuximab ne faisait pas moins bien, et en fonction de l'atteinte, discuter la corticothérapie. Voici les chiffres, et le pronostic global est également un point d'interrogation parce que selon les études, certaines ont montré qu'il y avait un surrisque de mortalité à 5 ans, du fait notamment du retard thérapeutique et de la récidive. Pour les traitements du conditionnement de l'allogreffe, on a cet aspect avec du verre dépoli, des épanchements pleuraux, de dommages alvéolaires diffus liés à un facteur dose dépendant de la molécule, et notamment lorsqu'elle est en association avec l'endoxan et l'irradiation thoracique. Certaines études ont trouvé un lien avec un surrisque chez la femme, mais sans explication physiopathologique claire. La survenue de ces complications a diminué avec l'arrivée des conditionnements atténués. Vous voyez ici l'incidence de survenue cumulée en fonction du temps et diminuée avec le changement de la carnitine par l'étoposide. En concernant l'irradiation thoracique, on a beaucoup de cas décrits de pneumonie organisée qui peuvent évoluer également vers la fibrose quelques mois plus tard, notamment avec les conditionnements et les doses cumulées bien plus importantes auparavant, qui maintenant ont largement diminué et ont fait diminuer la survenue de ces complications, dont la mortalité à la forme aiguë, dans certaines études, monte jusqu'à 70%. Et vous voyez dans cette étude qui était un petit peu ancienne, de 2004, que la survie était clairement corrélée avec l'absence ou la présence de cette toxicité pulmonaire. La toxicité des thérapies ciblées, encore quelques exemples, avec pour le bortezomib, alors il y a 28 cas décrits dans la littérature de pneumonie organisée, et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'un des facteurs de risque identifiés, c'est le co-traitement avec les corticoïdes, ce qui rend assez compliqué la prise en charge. Il y a également une surreprésentation de certains patients, notamment au Japon, des hommes, et ça survient dans ces 28 cas, préférentiellement dans le cas d'un myélome multiple à IgG réfractaire. Pour l'idélalysib, les aspects sont différents, avec à droite des micronodules et à gauche un épanchement pleural. Ce qui était notable dans ces études, c'était l'association avec des symptômes digestifs liés à une double toxicité, la survenue à 3 à 9 semaines après l'introduction du traitement, une corticosensibilité et une incidence relativement faible. Enfin, le rituximab, qui est pour lequel le nombre de cas est plus fourni dans la littérature, avec notamment la survenue concomitante potentielle d'un rash cutané. Les formes sont variables, avec la pneumonie organisée, des pneumopathies interstitielles non spécifiques. Comme facteur de risque identifié, l'âge élevé. La dose, c'est un point d'interrogation parce que certaines études
ont identifié que la survenue de ces complications ne survenait qu'après 4 cycles. Et l'hypoalbuminémie est également un facteur identifié de risque. La corticothérapie semble efficace, mais la récidive à la reprise du rituximab survient dans 20% des cas. Concernant maintenant la toxicité des inhibiteurs de tyrosine kinase, trois grandes toxicités différentes. La première, les épanchements pleuraux, qui sont souvent, pas toujours, des exsudats lymphocytaires. Ils peuvent parfois être des chylothorax. Le réel facteur de risque clairement identifié est l'âge élevé. L'incidence de survenue de cette complication est principalement décrite avec l'utilisation du dasatinib et beaucoup moins avec les autres inhibiteurs de tyrosine kinase. Et le fait de switcher le dasatinib pour du bosutinib peut favoriser la récurrence de l'épanchement pleural. En fonction de la clinique, de l'abondance de l'épanchement, on peut se permettre de surveiller, d'arrêter ou de switcher pour un autre ITK. Les corticoïdes ou le drainage pleural n'ont pas montré un intérêt et n'ont pas a priori leur place. L'autre complication également décrite, et principalement également avec le dasatinib, c'est les pneumopathies interstitielles diffuses avec des aspects. Alors ici, vous avez des condensations. Et ici, le facteur de risque n'est pas la dose, mais encore une fois l'âge. Il n'y a pas de croisement entre l'imatinib et le nilotinib. Et à l'arrêt ou à la prise de corticoïdes, généralement, les symptômes s'amendent et pas de mortalité encore décrite dans la littérature. Et la troisième complication liée à l'utilisation des inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire. Et dans 2/3 des cas, elle est associée à un épanchement pleural. Ici, le schéma assez complexe de la physiopathologie qui reste mal comprise pour toutes ces complications liées aux ITK. Et il est préconisé évidemment d'adresser le patient à des experts, mais surtout le switch peut être réalisé s'il est bien monitoré et en fonction de l'atteinte, il est possible d'introduire des traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et l'incidence jusqu'à aujourd'hui était environ de 500 cas décrits dans la littérature. Pour les immunothérapies, avec le syndrome de fuite capillaire qui a été décrit là, depuis encore des années, des épanchements pleuraux liés au syndrome de relargage cytokinique, qui est principalement associé à la suite de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, la concomitance des traitements par GCSF et interleukine 2, à l'arrêt du traitement et la prémédication par corticoïde permet de réduire la survenue et en cas de symptômes trop invalidants, le tocilizumab a été introduit dans certains cas. Et pour les inhibiteurs de checkpoint immunitaire, les données sont beaucoup plus nombreuses et notamment par le biais de la cancérologie, mais il est également observé pour les patients d'hématologie avec principalement des atteintes cutanées, mais aussi d'autres atteintes type thyroïdite ou colite qui surviennent principalement dans les 2 mois qui suivent la mise en place du traitement. Les aspects scanographiques sont multiples et non spécifiques, encore une fois, avec de la pneumonie organisée, des pneumopathies interstitielles non spécifiques ou des aspects qu'on considère comme aspécifiques dans plus d'un tiers des cas. Un des facteurs de risque identifiés et commun à toutes ces complications non seulement pulmonaires, mais des autres liées à ces traitements, c'est l'existence préalable d'une pathologie auto-immune, la combinaison de ces traitements et un antécédent de radiothérapie. La prise en charge, et c'était le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la corticothérapie selon le grade. Et en fonction de la réponse, on peut être amené à associer l'infliximab
ou d'autres traitements en escaladant les, les, les molécules. La mortalité dans ces revues était principalement liée non pas à la toxicité du médicament, mais à la tumeur, et se méfier notamment de la coexistence d'autres atteintes plus graves que celles respiratoires, que sont l'atteinte de la myasthénie et de la myocardite immunologique. Et pour finir, je parlerai des toxicités des CAR-T-cells, dont on connaît assez bien les complications non spécifiques, qu'elles soient précoces ou tardives. Quand on parle des complications non spécifiques pulmonaires, on s'intéresse principalement soit aux infections liées à l'hypogamma-globulinémie. On peut également être face à une progression tumorale, à une lyse tumorale, au syndrome de relargage cytokinique et au sepsis. Et dans une série récente, les complications pulmonaires non spécifiques en incidence cumulée représentaient 13% des complications, donc étaient en bas de l'échelle. En ce qui concerne les complications spécifiques, c'est assez compliqué à dire puisqu'il n'y a pas de données dans la littérature. On a observé 3 cas de complications avec des atteintes pulmonaires un peu différentes chez 3 patients. Ici, vous voyez les aspects scanographiques qui sont type de verre dépoli de condensation sans prédominance ni basale ni apicale. Et ces 3 patients étaient de sexes différents. Les types de CAR-T-cells n'étaient pas les mêmes. Et en termes de délai suivant l'injection des CAR-T-cells, on a de 3 à 12 mois. La présentation clinique était différente et un des patients nécessitait l'adjonction d'oxygénothérapie. Pour 2 des 3 patients, on a pu réaliser une bronchoscopie et le lavage bronchoalvéolaire était pas tout à fait identique, avec une formule assez panachée dans un cas et lymphocytaire dans l'autre, une élévation des mastocytes qui peut être un petit indice dans ces complications médicamenteuses. 2 des patients ont nécessité une corticothérapie et une patiente a bénéficié de tocilizumab puisqu'elle présentait également une complication neurologique et rhumatologique. Et à l'issue du traitement, vous voyez que les anomalies scanographiques se sont bien améliorées pour quasiment tous les... Enfin, le dernier patient a nettoyé complètement son scanner et les 2 autres gardent des petites anomalies, mais ont été bien améliorées par l'évolution et les corticoïdes. Pour terminer, une checklist qui n'est pas du tout une injonction, mais il faut savoir considérer la possibilité du diagnostic devant des anomalies scanographiques et un tableau clinique qu'on ne comprend pas. Toujours identifier le délai, l'histoire de l'exposition aux médicaments et chercher de manière systématique tous les médicaments, sachant que les complications peuvent survenir même après l'arrêt de celui-ci. Savoir aller consulter pneumotox, reconnaître un diagnostic sur un faisceau d'arguments, exclure les autres causes car il s'agit d'un diagnostic d'exclusion, et le diagnostic pourrait être porté a posteriori lorsque les symptômes s'amendent ou réapparaissent à l'arrêt ou à la remise du traitement. Je vous remercie et je crois qu'on prendra les questions à la fin, je ne sais pas. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a déjà quelques questions sur le chat et on a aussi Ah, quelques questions avec Sarah. moi. Euh, Déjà, il y a une question dans le chat qui demandait dans des pays à faible revenu, est-ce qu'on peut remplacer le PET scanner par une scintigraphie pulmonaire pour les détections des toxicités pulmonaires? Bon, c'est peut-être plus simple, Alors, mais pour, pour le, alors peut-être que j'ai pas été assez claire, mais pour le ouais, PET scanner, on dirait plus dans les études qu'on trouve que
s'agit plus d'un incidentallome qu'autre chose. Et je ne Mm. pense pas qu'il y ait une place, peut-être que Anne Bergeron a un autre avis, mais qu'il y ait une place pour le diagnostic en première intention en tout cas. Et si on Mm. a d'autres outils et un scanner, je pense qu'on pourra se satisfaire de ça. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'études Ok. qui préconisaient la réalisation. Mm. Enfin, je me demandais du coup aussi en parlant de ça, est-ce que enfin, qu'est-ce qu'ils avaient vu sur le TEP scanner? C'était une fixation diffuse au niveau du poumon ou Alors, c'était pas diffus, c'était sur les petites anomalies. C'est pas le poumon qui qui fixe fixait? en entier, mais ce D'accord, sont des anomalies qui d'accord. fixaient un peu moins intensément que Ok. l'hémopathie sous-jacente. Mais en tout cas, Ouais, bah, je pense que enfin, ça serait assez intéressant parce que par exemple, toutes les études qui sont sorties sur le Hodgkin où il y a de la bleomycine qui a été utilisée, l'argamanu, mhm. de relire les PET scans et voir s'il y a une corrélation avec la survenue des toxicités pulmonaires au long cours. Parce que, enfin, je pense que ça serait assez pertinent, vu qu'il y a eu vraiment beaucoup d'études où ils ont réévalué les scores de réponse du Hodgkin. Donc je pense qu'il va y avoir des gens au LISA, au groupe coopérateur du lymphome, qui doivent avoir une compilation de TEP scanner. Ça pourrait permettre de répondre à cette question. Ça me fait penser à une autre chose. Pour l'HTAP, on nous apprend classiquement que pour faire du dépistage en hémato, il faut faire des ETT de façon répétée. Est-ce que c'est toujours l'examen de référence? Qu'est-ce qu'on y recherche? Alors, dans l'algorithme de diagnostic d'une HTAP toute cause, hein, Mm. euh, les signes cliniques sont rarement identifiés par les cliniciens parce qu'il faut être assez fort pour écouter le petit souffle spécifique, mais l'échographie a sa place en premier. Et si des signes d'élévation de l'IT, il faut faire ça par un cardiologue qui connaît et Ok. qui va aller chercher spécifiquement les indices qui sont en faveur, mais qui ne posera pas le diagnostic Mm. en elle-même. Et devant des critères d'élévation de la pression à l'échographie, il faudra envoyer et, dans un centre qui fait les cathétérismes droits pour faire un diagnostic certain. Ouais, donc faut pas l'envoyer au cardiologue de ville, faut vraiment envoyer dans des Bah, sauf services si, spécialisés. Ouais, un si le spécialiste. cardiologue de ville sait faire, c'est très bien, mais faut pas dire ETT, toxicité, enfin, faut vraiment, comme bah, Ouais, précisé, à ok. chaque fois qu'on remplit un bon, quoi. Ouais. Non, mais ça rappelle toujours l'importance. Ouais, bah, Bah l'important ouais, c'est vrai. de préciser ce qu'on recherche, quoi. Si Ok. on... Bah, je trouve que ça fait une parfaite transition à une autre question que je me pose souvent. Quand on fait les bons de FR pré-traitement hémato, tout particulièrement avant les greffes de moelle osseuse et surtout les autogreffes, on fait une EFR, on récupère le résultat et je trouve que ça n'a pas d'impact sur la décision de réaliser ou non l'autogreffe. Est-ce que du point de vue du pneumologue, ça a un intérêt, ces EFR pré-thérapeutiques? Bon, l'allogreffe, on en reparlera après avec la GVH, hein, mais je trouve Je pense qu'il y a deux autour choses. de... Il y a avoir une référence, parce que si on sait qu'on va avoir à mettre des traitements qui sont potentiellement toxiques, Hmm, avoir une référence parce qu'on pourra identifier éventuellement un déclin si on refait le FR derrière. Et puis ouais, si, dans un autre cas, c'est on sait pertinemment que ce qu'on va faire est toxique, et peut-être qu'on choisira une autre molécule, hmm, un autre hmm, chose. S'il y a une alternative, évidemment, on récusera. Il y a des rares cas, hein, on récuse ok, totalement face à des EFR pathologiques, mais au moins avoir une idée de ce qu'on fait avant de le faire, et ok, s'il y a une alternative. En fait, il y avait un temps ancien pour les. Alors, l'allo, c'est un autre sujet, hein, mais ouais, pour les bien sûr. autogreffes, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, il y ait une réelle indication à faire des EFR prêts, sauf si on a un antécédent particulier ou une suspicion de maladie pulmonaire chez le patient. Mais à l'époque, il y a un certain nombre d'années, la DLCO permettait, sur les critères de DLCO, on disait on peut pas greffer ou on peut greffer. Aujourd'hui, on sait que la DLCO, c'est plus un critère qui, alors évidemment, si elle est à 10%, mais enfin là, on le sait, il y a un vrai problème de maladie connue, mais la DLCO n'est plus un facteur limitant de faire une greffe, qu'elle soit d'ailleurs une allo ou une auto.
Donc ça, c'est vraiment un truc aussi très ancien et c'est des choses qui sont faites et c'est des choses qu'on rediscute et sur lesquelles on nous sollicite de façon régulière. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que Sarah, tu avais des questions? Moi, j'avais une question, c'est une question simple, c'est est-ce qu'il y a une indication de tox pulmonaire dans lesquelles les corticoïdes n'ont pas de place? Ouais. Alors, il y a peut-être deux réponses. Si clairement il a été identifié que c'était inefficace, et je vous ai montré notamment potentiellement l'aspect délétère quand on ajoute ça au bortezomib, mais c'est quelques cas. Si, si la gravité ne le nécessite pas, on n'est pas obligé de forcément mettre les corticoïdes en se disant qu'on va éviter l'aggravation. Et puis, non, je crois que pas associé Anna, autre chose à dire. Non, le seul truc, c'est que tu as traité ton patient avec du rituximab à forte dose. Il a pas beaucoup enfin, il est déjà très Ouais. immunodéprimé. Tu rajoutes les corticoïdes, ça reste toujours, en fait, de la balance bénéfice-risque chez vos malades. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se donne un peu de temps pour voir si ça régresse tout seul? Hmm. Ou est-ce que, on met des corticoïdes? Enfin, c'est toujours Donc, de la balance. on traite sur des critères EFR radiologiques ou on traite sur de la gène clinique, sur la MRC? On traite sur l'expertise clinique, sur effectivement un impact essentiellement clinique. Donc après, voilà, il est corrélé évidemment avec une fonction très sévère. Mais on ne traite pas une fonction en tout cas, ni on ne traite pas des images. Hmm. D'accord. Et donc, on va Ouais. toujours adresser une suspicion de tox pulmonaire de traitement à un pneumologue et c'est le pneumologue qui évalue ou nous, on peut décider sur le tableau du patient d'introduire des corticoïdes si on trouve il est vraiment gêné. Ah bah, je pense qu'il faudra quand même Ouais. aller voir le pneumologue, parce que ce qui est aussi très important, c'est d'identifier, être sûr que c'est pour Que c'est ça. la Hmm. bonne indication Ouais. qu'il est symptomatique, et on est peut-être passé à côté d'autres choses. Mhm. Et par contre, discuter avec le pneumologue tout le temps, oui, ça me paraît. Ouais. Bien Ça sûr, paraît. ouais. C'est des Oui, complications quand ça même oui. assez rares. Non, c'est Et plus, est-ce que dans l'urgence, on débute les corticos quand on le voit et il voit le pneumo dans un second temps ou est-ce que... ouais, c'est quand même. À mon avis, sauf s'il est en réanimation, il y a Ouais, Hmm. peu de cas où tu peux absolument pas discuter une minute, mais Hmm. ça c'est vrai. Ouais, je pense qu'on a quand même le temps. Dans Euh, l'idéal, il ouais. faut toujours documenter ce qui se passe dans le poumon, comme l'a montré Louise D'accord. tout à l'heure. C'est extrêmement difficile de faire la part des choses entre une infection chez vos malades et une tox médicamenteuse. Et donc, évidemment, si le malade est en réanimation, bon, voilà, et qu'on ne peut pas le toucher, s'il est intubé, c'est plus facile. Mais en tout cas, il faut toujours discuter d'aller faire des explorations, un lavage, pour avoir des arguments supplémentaires ou éliminer un autre diagnostic. C'est vraiment, faut garder ça en tête. Après, c'est possible, c'est pas possible en fonction de l'état du patient, mais il faut garder ça en tête. Mhm, bien sûr. Hmm. Et moi, je me posais la question parce que là, on parlait du bortezomib. En fait, le bortezomib, il est quasi donné. Enfin, tous les protocoles ont des corticoïdes dedans. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est oui. marqué comme facteur de risque. Et aussi, c'est marqué le Japon. Et en fait, les doses qu'on utilise en Europe de bortezomib, si on les utilise au Japon, les patients meurent dans un sorte de tableau de défense multiviscérale associé à des épanchements pleuraux. Et C'est donc, pour ça aussi que je me demande si c'est pas ça qui. c'est probablement un biais, Ouais, la majorité là, des 28 cas que j'ai montrés, il y en a une bonne partie qui est en Asie, mais pas que. Et la dose de corticoïdes, en fait, a un effet. C'est pas simplement d'accord, ok. l'association au corticoïde, c'est un effet dose de la Ok, corticothérapie. d'accord. Et j'ai une dernière question. Il y a le rationnel du montelukast pour la prévention des tox pulmonaires en aigu de l'administration des anti-CD38. Est-ce qu'il y a des essais qui montrent que véritablement ça évite la survenue de bronchospasme? Dans ce cas, j'en ai aucune idée, je sais Parce pas. que nous, c'est un peu un dogme en hématologie dès qu'on J'ai mal fait. à le croire, mais je peux pas je sais pas. Anne? Ok. Ça me dit strictement rien et les dogmes sont souvent à remettre en C'est question. marrant. Ouais, c'est marrant parce que vraiment en Mm, hématologie, dès qu'on fait un anti-CD38, on met du montelukast. ouais, bon. Il y a Regarde, une- Vu ouais, l'effet du montelukast dans les hyperréactivités bronchiques pulmonaires qui sont quand même assez limitées, on doute quoi. mm, Non, mais il n'y a pas de vraie étude, je dirais, avec une evidence base importante dans ce domaine-là. Après, D'accord. souvent, on fait ce qu'on peut avec vos malades aussi. ouais.
Merci beaucoup hein, pour avoir répondu à ces questions. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au topo du professeur Bergeron qui va nous parler de GVH pulmonaire. Tu départages, Louise? Alors, tac, normalement, vous pouvez partager, ça va switcher. Ouais, je pense, parce que moi, j'ai pas le Ok, départage. Ouais. d'accord. Ok, c'est bon? Alors, tac, tac, tac. De toute façon, je peux faire ça, comme ça. Hop, voilà. Là, Ah, c'est c'est bon. Vous bon. voyez? Ouais, Oui. c'est bon. Oh, ça fait très bizarre comme. Ah, ok, c'est bon. Juste un truc, parce que là, je vois rien du tout sur mon écran. C'est les caméras qui vous gênent? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, C'est c'est vous bon. qui me gêniez vos Ouais, photos. C'est bon. ça marche. Ok, donc merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait plaisir. Ça fait plusieurs fois, il y a longtemps que j'ai participé à vos réunions. C'était pas des webinaires à l'époque et le Covid est passé entre-temps. C'était du présentiel, mais et donc GVH chronique pulmonaire, j'ai mis. Alors d'abord j'ai rajouté chronique et puis ensuite j'ai mis entre guillemets parce que ça c'est mon grand dada. C'est finalement qu'est-ce que c'est que la GVH pulmonaire chronique, mais j'ai tendance à dire qu'est-ce que c'est que la GVH chronique tout court. Autant la GVH aiguë, on a une définition histologique, on arrive assez bien à l'identifier. Autant la GVH chronique en général, finalement, qu'est-ce qui regroupe un petit peu toutes les présentations. C'est probablement la notion de fibrose, un processus fibrosant, mais en tout cas, on n'a pas ni une présentation clinique, quel que soit l'organe, ni une présentation histopathologique uniciste. Donc, on va se reporter au NIH puisque c'est ce qui guide les critères diagnostiques de la GVH chronique. Et vous savez que les derniers critères datent de 2015 et on est actuellement en train de réfléchir à l'évolution de ces critères. Et aujourd'hui, vous voyez que dans le poumon, on retient comme GVH, entre guillemets, pulmonaire, la bronchiolite oblitérante, qu'elle soit posée sur un diagnostic histologique ou un syndrome de bronchiolite oblitérante, on va y revenir. Et puis, il restait depuis 2015 des entités un peu bizarroïdes qui sont pas bien classées par les hématologues et qui sont les pneumonies organisées cryptogéniques et les troubles ventilatoires restrictifs, qui est finalement un grand sac fourre-tout. Alors, je vais faire appel à vos souvenirs de formation pneumologique. C'est déjà, on va commencer par les troubles ventilatoires restrictifs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On les définit sur des fonctions pulmonaires et pour poser un diagnostic de trouble ventilatoire restrictif, il nous faut une plétismographie. Il faut mesurer les volumes complets et avoir la capacité pulmonaire totale qui est diminuée. Et ça, c'est la définition. Et si j'insiste là-dessus, c'est que c'est très important parce que, notamment aux États-Unis, on fait assez peu de plétismographie et les screenings et les suivis des patients sont faits sur les spirométries qui nous permettent d'avoir juste la capacité vitale forcée et le VEMS sans avoir les volumes totaux. Et dans ce contexte-là, on va avoir une diminution de la CVF et du VEMS, mais vous allez voir que ça ne signe pas le trouble ventilatoire restrictif. Et là, on a vraiment un point qui est important à avoir en tête. Donc, trouble ventilatoire restrictif, finalement, on parle de ça, c'est sur la fonction pulmonaire. Donc, on se dit, on suit des malades qui ont une fonction pulmonaire. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est, entre guillemets, cette GVH? En fait, ça peut être des tonnes de trucs. Si on regarde juste la fonction pulmonaire, eh ben, on peut remonter à des épanchements pleuraux, peuvent donner un trouble ventilatoire restrictif. Chez les malades greffés, une GVH sclérodermiforme, une myosite avec une atteinte diaphragmatique, des collapsus vertébraux chez des patients qui reçoivent des tonnes de corticoïdes ou, et c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement, des maladies interstitielles pulmonaires avec des anomalies sur le parenchyme pulmonaire. Mais vous voyez que trouble ventilatoire restrictif, ça veut strictement rien dire dans une définition, entre guillemets, de GVH pulmonaire et ça reste à creuser. Donc, en fait, on avait, il y a maintenant un certain temps, suivi une cohorte de patients de Saint-Louis pendant de nombreuses années pour essayer d'identifier de façon prospective les atteintes pulmonaires. Donc, c'était des patients qui étaient vus par des pneumologues systématiquement et qui avaient systématiquement un scanner en inspiration, en expiration forcée, puis des EFR de façon séquentielle et on les suivait sur au moins 3 ans. Et ce qu'on a identifié, c'est vous voyez que l'incidence cumulée de ce qui se passe dans le poumon de ces patients de façon non infectieuse, j'ai exclu les infections. Donc, si on rajoute les infections, vous voyez que c'est des patients qui quand même
ont beaucoup à faire en pneumologie. Il y a environ 20% de ces patients qui vont développer un épisode non infectieux avec, et on l'attendait évidemment, une majorité de bronchiolites oblitérantes, mais aussi des maladies interstitielles pulmonaires. Et puis, plein d'autres choses, des maladies veineuses thromboemboliques, même de découvertes fortuites, des pneumomédiastins, des épanchements pleuraux exsudatifs, et puis des atteintes cutanées avec une GVH sclérodermiforme qui donne ce trouble ventilatoire restrictif dont on a parlé. Alors, si on commence par les pneumopathies interstitielles diffuses, je dirais que c'est ce qu'on connaît le moins bien, mais qui est en train réellement d'apparaître dans le spectre, entre guillemets, de la GVH pulmonaire, en tout cas des atteintes pulmonaires non infectieuses associées à de la GVH chronique. Eh bien, on s'était amusé il y a quelques années aussi à regrouper de plein de centres français, belges, canadiens, des biopsies pulmonaires chirurgicales qu'on ne fait plus aujourd'hui, donc ce sont des prélèvements qui étaient précieux, et de définir et de classer en fait tout ce qu'on trouvait. Donc c'était des patients qui avaient eu une biopsie pulmonaire chirurgicale pour une atteinte pulmonaire, et on est revenu en arrière avec en classant selon des classifications qu'on utilise en pneumologie, hein, c'est pas un truc spécifique greffe de moelle, et finalement on a vu des choses extrêmement variées et quasiment le panel complet de ce qu'on connaît dans les maladies interstitielles pneumologiques, quelle qu'en soit la cause, à l'exception d'une qui finalement, entre guillemets, est la plus fréquente dans le domaine de la pneumologie, qui est ce qu'on appelle l'UIP et qui est l'histologie de la fibrose pulmonaire idiopathique, et pour une raison mystérieuse, on n'a pas cette entité histologique. Mais vous voyez que quand on parle de maladies interstitielles pulmonaires, c'est-à-dire des images sur le scanner thoracique, eh bien, on peut avoir des maladies très différentes, histologiques, mais aussi cliniques et scanographiques. Alors, vous voyez là, par exemple, des exemples de scanners. On avait démembré ça aussi de façon clinique, et vous voyez qu'on pouvait globalement et grossièrement séparer en deux grands phénotypes scanographiques. La condensation alvéolaire, c'est ces plages avec du bronchogramme aérien, hein, blanc dense, qui ont des aspects un peu différents. Et puis, le verre dépoli, et c'était assez mutuellement exclusif. C'est-à-dire qu'on avait des formes qui sont très en verre dépoli, comme vous voyez sur les quatre photos en dessous, et puis d'autres qui étaient condensantes, avec ce qu'on appelle ici un pattern de pneumonie organisée, et puis ici, autre chose, des pneumopathies interstitielles. Donc, quand on regarde ces maladies interstitielles, elles surviennent en médiane dans l'année qui suit la greffe. Souvent, quand on fait un lavage broncho-alvéolaire, on va tomber soit sur de l'alvéolite lymphocytaire, soit éosinophilique, plus rarement. Dans 80% des cas, c'est associé à une GVH chronique extra-thoracique, et la plupart du temps, et c'est quand même important à avoir ça en tête, c'est corticosensible. Et même si la survie à 2 ans dans cette série qui était ancienne, et en fait on démembrait, on connaissait pas bien, on savait pas bien comment gérer ces maladies-là, elle était à 61%. Aujourd'hui, je pense qu'elle est plus élevée. Alors, il y a un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ces maladies sont corticosensibles dans la majorité des cas, et donc il ne faut pas hésiter. Et vous verrez tout à l'heure que pour la bronchiolite oblitérante, c'est exactement l'inverse. Donc, quand on a des patients qui peuvent se présenter de façon très aiguë, comme ce patient hein, qui arrive en réanimation avec une détresse respiratoire qui nécessite une ventilation, on est à M15 de la greffe de moelle, mais à 3 mois d'injection de DLI. Je fais le petit rappel de la GVH. Et vous voyez ce patient, il est ventilé, on lui met des fortes doses de corticoïdes, et puis là, les réanimateurs baissent très vite, il va très vite mieux, vous avez les dates là, et vous voyez que les corticoïdes sont diminués de façon très rapide, et le malade sort et revient quelques jours plus tard en réanimation, donc il est extubé, il sort de réanimation, il revient en réanimation, il est à nouveau intubé, et on repart sur des corticoïdes, mais là, on fait allopneumologue, et là, on explique que ces malades, on doit vraiment gérer la décroissance de la corticothérapie de façon extrêmement progressive, et ça permet, et ça a permis chez ce patient de récupérer ad intégrum son poumon, mais ça a pris au moins 2 mois. Il y a une entité particulière qu'il faut vraiment mettre à part, qu'on classe aussi dans les pneumopathies interstitielles diffuses, c'est ce qu'on appelle la fibroélastose pleuroparenchymateuse. Ça, c'est un aspect très particulier sur le scanner thoracique, avec une atteinte qui prédomine dans les lobes supérieurs et qui est, je dirais, assez pathognoménique sur le scanner. Vous voyez ces aspects d'épaississement sous-pleuraux avec des réductions de volume très importants, et un aspect histopathologique très particulier qui est, il y a très peu d'inflammation, il y a
une limite très, très rigide entre le poumon normal et cette fibroélastose qui part de la plèvre et puis qui va petit à petit aller vers le centre du poumon. C'est une maladie qui est extrêmement sévère, qui survient de façon potentiellement très tardive. La question qui se pose est de savoir s'il n'y a pas une part de toxicité du conditionnement. On ne sait pas très bien, mais en tout cas, c'est très tardif. On a assez peu de GVH chronique associé, moins de 50%. En tout cas, on ne sait pas très bien à quoi est due cette pathologie, mais néanmoins, c'est une entité qui est très importante à avoir en tête. Donc finalement, si on regarde les présentations cliniques, et est-ce que c'est pertinent de classer en trouble ventilatoire restrictif ou de revenir finalement à une présentation clinique et à appeler ça pneumopathie interstitielle diffuse. Donc, on va avoir des situations où le patient va développer des symptômes respiratoires aigus, la détresse respiratoire que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va correspondre histologiquement à un dommage alvéolaire diffus, pas la peine de faire une biopsie pulmonaire, hein, on sait, avec un aspect, on va dire, potentiellement de poumons blancs. Et là, évidemment, les EFR ont aucun intérêt. Donc, dire que là, c'est un trouble ventilatoire restrictif, on s'en fiche, ça n'a pas de sens. Et puis, on a les symptômes subaigus. Ça va être la majorité des cas, avec des symptômes respiratoires, la toux, la dyspnée, qui s'installent sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et là, ça va être toutes les autres pnéumopathies interstitielles dont je vous ai montré l'histologie tout à l'heure, avec des aspects scanographiques différents. Et puis là, finalement, les EFR, on s'en fiche aussi un peu. Ce qui est important, c'est que notre malade, il a des symptômes. Notre malade, il a une image parenchymateuse pulmonaire. Il a une pneumopathie interstitielle. Et je dirais, les EFR, elles sont là pour apporter la sévérité et donner une information sur la sévérité de l'atteinte interstitielle, mais on n'a pas forcément un trouble ventilatoire restrictif. Si on a quelque chose, on l'a. Souvent, on a des troubles ventilatoires mixtes et de temps en temps, ça peut être normal. La valeur qui est la plus souvent anormale dans ce cas-là, c'est la DLCO. Et puis, alors là, c'est finalement plus rare parce que dans les greffes de moelle, au bout de 2 ans, voire de temps en temps 3 ans, on arrête souvent de suivre de façon systématique les fonctions pulmonaires. Mais néanmoins, si on continue à le faire, et on le fait dans certains centres pendant plusieurs années, eh bien, on peut découvrir de façon fortuite un trouble ventilatoire restrictif sur la fonction pulmonaire. Et là, si on a ça, ben, on va aller au scanner thoracique. Et dans l'immense majorité des cas, on va tomber sur cette image que je vous ai décrite tout à l'heure, avec une atteinte des apex et qui va correspondre à de la fibroélastose pleuroparenchymateuse. Et là, oui, le trouble ventilatoire restrictif, c'est ça, mais ça survient dans un nombre très faible de cas. Voilà pour les pneumopathies interstitielles et on va venir à ce qu'on appelle la bronchiolite oblitérante qui est là aujourd'hui la seule entité reconnue entre guillemets comme GVH pulmonaire, tout en sachant que pourquoi on appelle ça GVH chronique pulmonaire, bah, juste parce que de façon épidémiologique, 90% des patients qui ont une bronchiolite oblitérante ont une GVH extrathoracique. C'est la seule raison. Ça correspond à quoi? Ça correspond en fait, là comme vous voyez en haut, vous avez ici une bronchiole normale, donc c'est une atteinte des petites voies aériennes. Ici, vous avez une bronchiole normale et ici, vous avez la bronchiolite entre guillemets oblitérante, qui n'est pas un bon terme, qui normalement devrait s'appeler oblitérative ou constrictive, ce sont des synonymes. Et vous voyez que la lumière de cette bronchiole est très nettement rétrécie par une inflammation et une fibrose. Et tout ça aboutit à une insuffisance respiratoire. Alors, les choses ont changé en fait quand on est passé du concept de bronchiolite oblitérante au concept de syndrome de bronchiolite oblitérante. Les premiers critères NIH de la GVH chronique datent de 2005 et à cette époque, quand on regardait ce qui se passait dans le poumon, eh bien, on nous demandait d'avoir une biopsie pulmonaire chirurgicale et quand j'ai commencé à m'intéresser à ces patients, effectivement, on biopsiait les poumons, on ne savait pas bien et il fallait qu'on ait une histologie de bronchiolite oblitérante pour retenir le diagnostic de, entre guillemets, GVH pulmonaire. Et puis, la biopsie pulmonaire chirurgicale, hein, c'est quand même agressif, invasif, et puis finalement, on a développé un certain nombre d'autres outils qui nous permettent de nous affranchir, surtout pour le patient, hein, de nous affranchir de cet examen. Et aujourd'hui, dans les critères de 2015, donc les derniers critères, eh bien, on n'a plus besoin de façon systématique d'avoir une biopsie pulmonaire chirurgicale. On peut se contenter du syndrome de bronchiolite oblitérante, dont le diagnostic, on va le voir, est porté sur le profil de fonction pulmonaire. Alors, si on regarde l'incidence cumulée de la bronchiolite oblitérante, ça survient essentiellement dans les 2 ans qui suivent l'allogreffe de moelle et on va jusqu'à 10% quand on suit de façon extrêmement précise ces patients.
Alors, il se passe quoi, en fait? Et c'est important de comprendre ce qui se passe dans ces troubles ventilatoires obstructifs distaux, hein, sur les petites voies aériennes, parce que ça va expliquer le profil fonctionnel respiratoire et l'aspect scanographique. Donc, on a une sténose des petites voies aériennes. Et puis, dans ces cas-là, quand on inspire de l'air, l'air va remplir les alvéoles. Et le problème, c'est quand on va expirer, eh bien, ces bronchioles, qui sont de calibre déjà diminué, vont se collaber trop tôt et on va en fait avoir ce qu'on appelle du piégeage aérien et on ne va pas pouvoir vider complètement ses poumons. Et ça va expliquer d'une part le profil fonctionnel respiratoire qui va être celui, je vais dire classiquement, parce que je vais vous embrouiller un petit peu après, c'est les souvenirs de l'ECN, c'est le VEMS sur CV qui va être inférieur à 0,7 avec une diminution du VEMS et ce qu'on appelle un piégeage aérien avec un volume résiduel qui va être augmenté, c'est le volume résiduel dans les poumons. Et ce piégeage, en fait, on va le voir aussi sur le scanner thoracique, puisque ici, là, c'est pas du poumon pas normal, ça, c'est le poumon normal. Ce qui est pas normal, c'est ça, ces zones noires, et c'est en fait l'air là qui est piégé en expiration. Donc, si on fait une expiration forcée chez ces patients, on va avoir cet aspect dit en mosaïque, avec du poumon vidé de son air ici et du piégeage aérien dans des zones trappées. Alors ça, c'était il y a longtemps, c'était fin des années 90, début des années 2000. On ne savait pas très bien comment aborder les petites voies aériennes et on utilisait beaucoup ces scanners thoraciques. Alors, si on regarde maintenant, que vous avez ça en tête, la définition du NIH de cette bronchiolite oblitérante. Donc, on doit avoir un TIFNO VEMS sur CV inférieur à 0,7. On doit avoir un VEMS avec un cut-off qui a été décidé comme ça de façon arbitraire. Donc, effectivement, il y a des dogmes qui reposent sur pas grand-chose, avec un VEMS dit inférieur à 75% du prédit et une diminution, c'est-à-dire une trajectoire du VEMS qui a diminué depuis la greffe. Et là, on n'a jamais très bien compris cet intitulé « Over less than 2 years » dans les 2 ans, mais en fait, c'est pas très clair et ceux qui même ont dessiné ces critères ne savent pas très bien pourquoi ils ont indiqué ça et tout le monde est d'accord sur le fait qu'il va falloir changer ça et c'est en cours de réflexion. Alors en fait, c'est pas si simple que ça parce que très rapidement, on a vu que le ratio VEMS sur CV, eh bien, il n'était pas toujours diminué chez des patients pour lesquels on avait des diagnostics histologiques de bronchiolite oblitérante. Et c'est le cas dans cette étude danoise que j'adore, hein, qui est vraiment, c'était une vingtaine de patients qui avaient une biopsie pulmonaire chirurgicale sur laquelle on faisait un diagnostic donc de certitude de biopsie de bronchiolite oblitérante. Et quand les auteurs sont revenus sur les fonctions pulmonaires, 50% des patients, de ces 20 patients, avaient un TIFNO normal. Là, déjà, ça collait moyennement bien. Et en fait, on a montré ça aussi quand on avait repris la cohorte des malades qu'on suivait à Saint-Louis. Et on s'est rendu compte qu'on avait environ 30% des patients qui avaient ce profil-là, un profil qui était un TIFNO normal, parce qu'on avait une diminution concomitante du VEMS et de la CV, alors qu'on avait une capacité pulmonaire normale, ce qui exclut un trouble ventilatoire restrictif. Et on sait aujourd'hui que c'est un profil fonctionnel respiratoire particulier qui s'appelle aujourd'hui PRISM, mais quand on l'a décrit en 2013, c'était pas très décrit dans la littérature pneumologique. Ça l'est maintenant, ça a même été intégré dans les diagnostics de BPCO post-tabagique. PRISM, ça veut dire Preserved Ratio Impaired Spirometry, et c'est en fait très probablement aujourd'hui un profil précoce d'obstruction distale. Quand on a regardé notre cohorte prospective et qu'on a suivi les patients, vous voyez que finalement, ici, on a les critères du NIH avec le TIFNO inférieur à 0,7. Et très rapidement, on avait inclus, nous, cette entité de TIFNO normal dans le diagnostic de bronchiolite oblitérante. Et vous voyez qu'au diagnostic, on a une majorité de patients prismes, entre guillemets. Et puis, quand on les suit de façon systématique, quasiment 90% de ces patients vont à terme, à un moment dans leur suivi, avoir un TIFNO qui va être diminué et donc la définition classique de la bronchiolite oblitérante. Et ça a un intérêt majeur puisqu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est essayer de diagnostiquer de façon précoce cette bronchiolite oblitérante pour espérer avoir un effet thérapeutique. On va le voir tout à l'heure.
Donc, on a vu dans les diagnostics, dans les critères diagnostiques de la GVH pulmonaire chronique, qui est je vous le rappelle, aujourd'hui uniquement comme entité reconnue depuis 2015, la bronchiolite oblitérante. On a le scanner, on l'a dit tout à l'heure, donc avec un piégeage aérien, je vous ai montré, ou bien des épaississements des parois bronchiques ou des bronchectasies. Alors, en fait, la cohorte qu'on avait montée avait pour but non seulement de déterminer l'incidence des différentes complications pulmonaires tardives après une allogreffe, mais aussi d'essayer d'identifier des facteurs de risque précoces, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois. Et parmi ces facteurs de risque, eh bien, on a regardé le scanner thoracique en se disant que peut-être le fait d'avoir un piégeage à un moment donné, alors même que la fonction pulmonaire était encore normale, serait quelque chose qui permettrait de faire un diagnostic précoce. On y croyait et à l'époque, il y avait une grande mouvance là-dessus. En fait, pas du tout, puisque quand on regarde les scanners pré-transplantation, avec des patients qui sont de plus en plus âgés, des patients qui ont de plus en plus vécu, fumé, eu des infections pulmonaires, eh bien, tout ça induit des petites fibroses, des petites voies aériennes. Et donc, en pré-transplantation, on avait quasiment un quart des patients qui avaient déjà un piégeage aérien significatif. Et quand on regardait à J100, le scanner, eh bien, on avait plus de 30% des patients qui avaient aussi un piégeage important. Et que ce soit en pré-transplante ou que ce soit à J100, ça, c'était absolument pas prédictif de la survenue d'une bronchiolite oblitérante. Et ça fait que je ne demande plus de scanner en expiration forcée chez ces patients-là. Ça manque d'intérêt maintenant que la population de patients a changé. Ça avait probablement un intérêt quand on greffait les LMC il y a 20 ans qui étaient jeunes ou les patients jeunes qui ont des leucémies aiguës. Mais en tout cas, chez les patients et la cohorte de patients aujourd'hui des allogreffés, ça manque vraiment d'intérêt. Alors, dans les facteurs de risque qu'on a identifiés, je dirais, il n'y avait pas des scoops sur ceux-là. Ceux-là, ils étaient connus depuis longtemps. Hein. L'âge est un facteur de risque de développer la bronchiolite oblitérante. Le fait d'être une femme, plutôt un facteur protecteur. Le fait d'avoir fumé ou d'avoir reçu des PBSC étaient des facteurs de risque. Mais par contre, ce qui était plus intéressant et un peu plus nouveau, c'était d'une part que le fait d'avoir fait une infection pulmonaire, quelle qu'elle soit, dans les 100 premiers jours, était un facteur ultérieur de développer une bronchiolite oblitérante. Et aussi et surtout, et c'est la grande mouvance aujourd'hui, c'est que la trajectoire du VEMS entre pré-transplante et J100 était vraiment importante, même si le VEMS restait dans la norme et qu'un déclin de 10% était prédictif de la survenue d'une bronchiolite oblitérante. Et puis, un dernier point très intéressant sur lequel qu'on n'attendait pas, c'est des anomalies scanographiques. Alors, non pas le piégeage, mais par contre, des anomalies bronchiques ou bronchiolaires à J100 avec des petits micronodules centrolobulaires auxquels on ne prêtait pas forcément attention ou des épaississements des parois bronchiques, alors même que la fonction respiratoire est encore normale. Et ça, c'était très prédictif de la survenue d'une bronchiolite oblitérante. Alors, le pronostic, c'est quoi? Alors, là, 1989, c'est la description par John Clark au Fred Hutch de la bronchiolite oblitérante. Vous voyez, le pronostic était catastrophique à l'époque. Et puis, vous voyez que les choses se sont un peu améliorées. Ici, on est à 50% à 50 survies. Pareil, 2021. Aujourd'hui, encore un peu plus, ces cohortes, même si ça a été publié relativement récemment, c'est des cohortes qui restent un peu anciennes. Et clairement, l'amélioration, entre guillemets, du pronostic, elle n'est pas liée à l'amélioration du traitement. Elle est probablement liée au fait qu'on dépiste beaucoup plus tôt ces malades puisqu'on fait des fonctions pulmonaires de façon systématique et de facto, de façon artificielle, ça allonge leur médiane de survie. Alors, le pronostic, il est d'autant moins bon que la bronchiolite oblitérante survient précocement. Elle survient exceptionnellement avant 6 mois. Entre 6 mois et 1 an, c'est une catastrophe. Et puis, au-delà d'1 an, c'est moins pire. Alors, je vous ai parlé de pneumopathie interstitielle, bronchiolite oblitérante. La grande question aujourd'hui, et en grande partie sur un certain nombre de travaux qu'on a menés, c'est est-ce que les pneumopathies interstitielles sont une forme de GVH chronique? Et on s'était amusé à comparer la cohorte de pneumopathie interstitielle à celle de bronchiolite oblitérante. Vous voyez que si on regarde les courbes de mortalité, les courbes de survie, eh bien, c'est quand même très superposable. On avait beaucoup de choses qui se ressemblaient, et notamment l'association à une GVH chronique extrathoracique. Puis vous voyez ici que, et ça c'est probablement la vérité dans les centres qui voient pas mal de patients, et c'est à peu près 70% de survie à 5 ans.
Donc, les points notables entre les deux, quand même, c'est que, d'une part, les pnéumopathies interstitielles sont accessibles à la corticothérapie, ce qui n'est pas le cas de la bronchiolite oblitérante, on va le voir. Et puis, mais par contre, évidemment, plus on met de traitements immunosuppresseurs et plus on a des risques de rechute hématologique. Et donc, il y a quand même des progrès, même si, je dirais, le changement des critères du NIH en progrès, je dirais, avec l'intégration du profil fonctionnel respiratoire dans le dernier workshop auquel on était quand même 4 pneumologues, ce qui est quand même exceptionnel, ce n'était pas le cas avant. Donc, on a remis ce profil dont je vous ai parlé de prisme dans les critères diagnostiques de bronchiolite oblitérante. On a réussi aussi à faire intégrer des maladies interstitielles. Reste maintenant la dernière étape dans les vrais critères. Là, c'était un workshop, de les intégrer et derrière, de proposer des options thérapeutiques. Alors, le traitement du syndrome de bronchiolite oblitérante, évidemment, il est impacté par l'histoire naturelle de la bronchiolite oblitérante. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas hyper bien, mais quand même, de mieux en mieux. Clairement, vous avez des profils évolutifs qui sont à peu près les mêmes. Vous voyez que systématiquement. Et donc là, je dirais que les chiffres sont même pas les bons en termes de timing. Dans un mois, on peut perdre en un mois une fonction respiratoire majeure. C'est un déclin soudain du VEMS. Et puis ensuite, dans l'immense majorité des cas, ça stabilise. Dans quelques cas, ça remonte un peu. Et puis, dans de rares cas, et malheureusement catastrophiques, on a la persistance du déclin, et ça, c'est chez des patients qui sont exacerbateurs fréquents et qui font des infections à répétition. Et donc, quand on voit ça, on se dit, mais il doit y avoir un trigger qui déclenche cette bronchiolite oblitérante, et probablement, et un des triggers principaux qui est actuellement grandement étudié, que ce soit au plan clinique, au plan translationnel, et Louise travaille sur le sujet, ce sont les virus respiratoires, en particulier les paramyxovirus, avec un déclin de la fonction, même s'il n'y a pas une vraie bronchiolite oblitérante, en tout cas un impact sur la fonction respiratoire après une infection respiratoire, et qu'elle soit haute ou basse virale. Alors, voilà. Si on regarde maintenant le management, le traitement de la bronchiolite oblitérante, ce qui m'importe, il n'y a pas de miracle. C'est la première chose qui m'importe, c'est de vous mettre le doigt sur le fait d'avoir un esprit critique sur ce que vous lisez. Donc, il y a deux façons, il y a deux approches. Il y a l'approche de vous, des hématologues, des greffeurs, qui est une approche globale GVH chronique. Et puis, il y a une approche pneumologique qui va se centrer uniquement sur le poumon et la GVH pulmonaire. Alors, si vous regardez tout ce qui concerne l'hématologie et la globalité de la GVH chronique, vous allez toujours trouver ce genre de résultats avec le poumon qui est la ligne bleue et qui finalement est, dans tous les cas, avec systématiquement tous les traitements, l'organe le moins accessible à n'importe quel traitement immunosuppresseur. Alors, c'est vrai et pas vrai, puisque là, on a un scoop de Blood en juin 2023 avec l'abatacept. Et là, quand on regarde le truc et qu'on regarde la figure, on se dit « Waouh, le poumon est le plus accessible à ce traitement ». Vous avez en vert et en orange les réponses complètes et les réponses partielles. Alors là, on se dit soit ça y est, on a trouvé, c'est le traitement de la GVH pulmonaire, soit, et ça, il faut garder son esprit critique, on se dit il y a un bug et il y a un truc qui colle pas. Et effectivement, quand on va regarder d'un peu plus près cette étude, il faut d'abord avoir en tête de savoir comment on identifie les réponses complètes et les réponses partielles. Et vous voyez que pour le poumon, donc ça aussi c'est défini par des critères NIH de réponse. Et quand on regarde le poumon, on a à la fois des critères cliniques, et les critères cliniques, vous savez, qui sont bien très peu sensibles, hein, genre je suis un peu moins essoufflé, mais un peu plus, bon. Et puis, on a des critères fonctionnel respiratoire. Et aujourd'hui, les recommandations d'évaluation, c'est de ne se baser que sur le VEMS. Et quand on regarde cette étude, quand même a été publiée en 2023, donc vraiment récente, une cohorte récente, seulement la moitié des patients avaient eu des explorations fonctionnelles respiratoires avant d'être traités par le traitement de l'étude. Et quand on regarde ces patients-là, eh bien, le VEMS n'a strictement pas bougé, il est resté stable. Donc, vraiment avoir ça en tête. Alors, corticoïdes systémiques ou pas? Alors ça, je dirais, quand j'ai commencé, on inondait, puisque GVH chronique, quel que soit l'organe, 2 mg kg de prednisone. C'était ça au début. Puis quand même, on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien, en tout cas sur le poumon, et que c'était quand même très toxique.
l'evidence base sur l'efficacité des corticoïdes, il y a 2 papiers. C'est ceux-là, c'est ridicule, c'est 5 malades de pédiatrie, puis là un peu plus à droite de pédiatrie, et finalement, c'est vraiment pas grand-chose. Et encore une fois, c'est stabilisation du VEMS. Or, je vous rappelle, l'histoire naturelle, quoi qu'on fasse, on va avoir une stabilisation. Et puis, on avait montré dans notre cohorte que le fait de mettre des corticoïdes ou d'augmenter la dose de corticoïdes quand on a une bronchiolite oblitérante spécifiquement pour la bronchiolite, eh bien, c'était un facteur qui augmentait la mortalité. Et vous connaissez tous les effets secondaires des corticoïdes. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord, en tout cas, quand on discute de différents centres et de différents pays. Pour la bronchiolite oblitérante, il faut arrêter de donner des corticoïdes systémiques ou en tout cas, certainement pas 2 mg kilo et d'essayer de faire un petit peu plus fin. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on regarde, là, quand on avait comparé la cohorte bronchiolite oblitérante versus pneumopathie interstitielle, bah, finalement, les malades qui développent une bronchiolite oblitérante, dans 90% des cas, ils sont déjà sous corticoïdes. Alors, vous allez me dire, peut-être à des petites doses, à des doses plus... Certes, c'est sûr, il y a peut-être un effet, on peut se dire, il y aurait peut-être un effet dose, mais globalement, ils sont déjà tous sous corticoïdes. Donc, intuitivement, on n'a pas très envie de se dire que ça va marcher. L'approche pneumologique, donc, elle est différente. Et là, il faut construire l'essai clinique pneumologique. Qu'est-ce qu'on inclut? Les critères d'inclusion. Il faut vraiment regarder dans les études que vous lisez. Est-ce qu'on inclut des BOS qui viennent d'être diagnostiqués ou est-ce qu'on inclut des BOS qui ont reçu déjà X lignes de traitement? Et là, on peut se dire, c'est déjà extrêmement fibreux. Et puis après, c'est les endpoints. Et là encore, il faut le mettre en parallèle avec l'histoire naturelle. Est-ce qu'on veut une amélioration du VMS? La réponse, on a envie de dire oui. Est-ce qu'on veut une stabilisation? Bah oui, si on veut être sûr que l'essai va être positif, il suffit de demander une stabilisation. Vous mettez n'importe quel traitement, on obtiendra la stabilisation si on n'a pas un essai randomisé contre placebo. Et ça, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. On en a uniquement 2. Et puis, même dans les études prospectives, on a, vous voyez, 5 études prospectives simplement et seules 2 contre placebo. Alors, vous voyez, vous avez ce genre d'études qui a le don de faire un peu convulser avec notamment le titre qui est extrêmement, je dirais, racoleur. Et quand vous regardez la manière dont sont donnés les résultats, et ça c'est un exemple parmi plein d'autres, vous avez ici finalement la fonction pré-greffe, on est très content, la fonction pré-greffe c'est normal, et puis en fait on a la fonction au moment où on commence un traitement, et donc ça reste des cas, des séries de cas, et donc on a la fonction au moment où ça, mais on n'a pas la fonction au moment où on a un diagnostic de bronchiolite oblitérante. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on va avoir une stabilisation. Encore une fois, on peut donner ce qu'on veut. On va avoir la stabilisation, sans parler du fait de dans des séries de cas. Et vraiment, c'est beaucoup de séries de cas. On va avoir des traitements concomitants qui ne vont pas du tout être contrôlés. Et on en met 1, 2, 3, 4. Et finalement, on ne sait plus très bien ce qu'on regarde. On n'a jamais de critères objectifs de décroissance des corticoïdes. Et vous voyez que le titre est quelque peu racoleur. Il faut vraiment faire attention et pas s'arrêter au titre. Les 2 essais randomisés dont je vous parlais, il y a celui-là, et celui-là, c'est un essai qui souvent est balayé d'un revers de la main, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que d'abord, c'est 2011, et 7, un essai randomisé. Certes, c'est des bronchiolites oblitérantes qui sont tardives, qui ont eu X lignes de traitement, et c'est pour ça qu'il a été balayé d'un revers de la main. Mais quand on regarde azithromycine versus placebo, pas d'effet, il ne se passe rien. C'est des pneumologues qui ont conduit l'étude. Ils concluent, ça ne marche pas parce que le VMS n'est pas amélioré. Et là aussi, regardez les symptômes. Ça, c'est plus difficile à évaluer. Et les symptômes non plus n'étaient pas améliorés. Le deuxième essai randomisé contre placebo, c'était le nôtre. C'était un essai français avec plusieurs centres français. Et là, ce qu'on avait voulu faire, c'est d'une part cibler des bronchiolites oblitérantes précoces, modérément sévères. Bon, enfin, quand même, quand on a 40% de VMS, c'est quand même relativement sévère, mais ça reste dans les modérés à sévères. Et puis, ce qu'on ne voulait pas, c'était modifier le traitement immunosuppresseur. C'est-à-dire, évidemment, on a sélectionné une population extrêmement biaisée, puisqu'il fallait que ce soit une population de patients qui avaient une atteinte pulmonaire qui s'aggravait ou qui s'installait sans avoir une aggravation de la GVH chronique concomitante. Et on devait... Alors, tous ces malades avaient un traitement immunosuppresseur concomitant, mais l'idée, ce n'était pas de l'augmenter.
Et donc, vous voyez qu'on a vraiment là fait un essai de supériorité et qu'on a montré, ce qu'on avait montré dans une étude pilote, qu'avec le Symbicort, qui est une association de bronchodilatateurs inhalés de longue durée d'action et de corticoïdes inhalés, eh bien, on fait beaucoup mieux que le placebo et c'était en crossover et on avait le même effet en crossover et on a réussi à montrer que sans modifier le traitement immunosuppresseur, donc pas besoin de mettre des corticoïdes, rien du tout, avec un traitement inhalé, on arrivait à obtenir, non pas à guérir les patients, mais à gagner 200 millilitres de VEMS, qui est quand même très significatif. Alors le FAM, vous avez sûrement entendu parler du FAM, fluticasone, azithromycine, montelukast, c'est la puissance des Américains. Quand ils ont décidé un truc, ils arrivent à le faire passer partout. C'est quand même, il faut regarder quelle est l'étude. C'est une étude en simple bras, ouverte, avec initialement le deal, c'était de dire on met pas 2 mg kg de corticoïdes au moment du diagnostic de la bronchiolite, qui devait être une bronchiolite récente, mais on met juste 1 mg kg jour, tous 15 jours, et puis après, les investigateurs faisaient ce qu'ils voulaient des corticoïdes, ils augmentaient, ils diminuaient. À la fin, à 6 mois, on avait encore plus de la moitié des patients qui étaient sous corticoïdes, et là, on a une stabilisation du VEMS malgré donc cette corticothérapie modérée. Et donc la conclusion, c'est pas de dire, alors qu'on peut dire, c'est la vraie conclusion, c'est juste de dire, on n'a pas besoin de mettre des corticoïdes très élevés pour stabiliser la fonction pulmonaire. Mais en fait, ça s'est transformé en, c'est super, on arrive avec le FAM à stabiliser la fonction pulmonaire. Et vous voyez ce que je vous ai expliqué avant. Alors après, la même équipe, c'est plusieurs centres américains, en tout cas Kirsten Williams, refait la même chose, même essai, même design avec le montelukast. Je vous rappelle, FAM, c'est fluticasone, azithromycine. Montelukast, elle fait juste avec montelukast, elle a les mêmes résultats, donc on a envie de se dire pourquoi on rajoute la fluticasone ou l'azithromycine. Même chose pour la pyrphénidone. En fait, on peut mettre n'importe quoi comme traitement et on aura toujours la même chose, une stabilisation du VEMS et probablement pas du fait de l'effet du médicament. Pyrphénidone, c'est un antifibrosant. C'est ce qu'on utilise en pneumologie dans la fibrose pulmonaire idiopathique avec un effet qui a pour but de ralentir l'évolution fibreuse. Mais en tout cas, pour les bronchiolites oblitérantes, vous voyez, on a la même chose pour tout. Et donc, je vous rappelle, dans l'immense majorité des cas, on va avoir une stabilisation de toute manière, un déclin très fort quand s'installe la bronchiolite oblitérante, puis une stabilisation. De temps en temps, rarement, mais de temps en temps, on va avoir une amélioration significative de la fonction pulmonaire. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder dans l'étude qu'on a faite avec le Symbicort que 25% des patients du groupe placebo avaient une augmentation de leur VEMS d'au moins 200 millilitres. Donc, 25% de ces patients ont une amélioration, ce qui colle avec la trajectoire dans le groupe placebo et ce qui aussi incite vraiment à faire des essais randomisés, même si c'est difficile dans ce contexte-là. Alors, si on n'y arrive pas, vous avez compris, on n'a pas de super traitement, c'est très bien, on a la mortalité, mais à côté de la mortalité, il y a la morbidité d'une atteinte respiratoire qui peut aboutir à une insuffisance respiratoire. Et donc, la transplantation pulmonaire aujourd'hui est clairement une option à envisager, évidemment en prenant en considération un certain nombre de critères, mais en tout cas, des malades bien sélectionnés qui ont une bronchiolite oblitérante post-allogreffe de moelle sévère et qui vont à la transplantation pulmonaire ont le même pronostic après transplantation pulmonaire que n'importe quelle maladie respiratoire qui va à la transplantation pulmonaire. Donc, à garder vraiment à l'esprit. Je termine par, est-ce qu'il y a une stratégie préventive? Clairement, on a vu, il n'y a rien qui marche aujourd'hui sur la bronchiolite oblitérante. Est-ce qu'on peut essayer de la prévenir? Alors, il y a une grande mouvance en ce moment de comparer la situation de la bronchiolite oblitérante de l'allogreffe de moelle à la bronchiolite oblitérante de la transplantation pulmonaire. Très probablement deux mécanismes allo-humains, mais probablement différents. Il faut faire attention. Là aussi, il y a des papiers en disant on va faire du copier-coller entre les deux. J'attire là aussi votre attention sur le fait qu'il ne faut pas faire ça de façon très rapide. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes à prendre. Et en l'occurrence, le monde de la transplantation pulmonaire avait montré que le fait de donner de l'azithromycine dès la transplantation pulmonaire permettait d'avoir un impact favorable sur la survenue de la bronchiolite oblitérante et la survie. C'était un centre, c'était monocentrique, mais c'était séduisant et du coup, on a fait un espèce de copier-coller avec les allogreffés de moelle et on a donné de l'azithromycine ou du placebo à des patients qui allaient à la greffe de moelle. À J1 du conditionnement, parce qu'une des hypothèses, c'est de se dire que la bronchiolite oblitérante, c'est la résultante de plusieurs hits sur l'épithélium respiratoire et que le conditionnement en serait le premier.
Le problème, ça a été une catastrophe. Il a fallu qu'on arrête cet essai de façon précoce puisque on a constaté un effet négatif de l'azithromycine sur la survie sans déclin de la fonction respiratoire, qui était le critère d'évaluation principal, pas d'impact sur l'incidence cumulée de bronchiolite oblitérante et surtout un impact de l'azithromycine sur la mortalité. Les patients du groupe azithromycine avaient une mortalité plus importante parce qu'en fait, ils rechutaient plus de leur maladie hématologique. Donc, warning des agences du médicament, plus d'azithromycine à donner à la phase précoce de l'allogreffe, c'est terminé pour tous les sujets. Et donc, la question qui se posait derrière était de savoir si on donne l'azithromycine, et notamment dans le fameux FAM dont je vous ai parlé tout à l'heure, au moment du diagnostic de bronchiolite oblitérante, c'est-à-dire plus tard, environ dans l'année qui suit ou les 2 ans qui suivent l'allogreffe, est-ce que ça a un impact sur la rechute hématologique, on n'y croyait pas du tout, puisqu'en fait, on est à un stade plus tardif, mais sur la survenue de cancers solides, puisqu'on sait que c'est le moment où l'incidence des cancers solides augmente. On a regroupé notre cohorte avec celle du Fred Hutch et on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, l'azithromycine, administrée après le diagnostic de bronchiolite oblitérante, était associée à une augmentation du nombre de cancers solides, mais pas à la rechute hématologique. Et on a fait toutes les études de sensibilité possibles et inimaginables avec Sylvie Chevret et on tombe toujours sur le même résultat. Et ce résultat est reproductible indifféremment dans chaque site. Donc, Nicolas Vallet et David Michonneau ont été très aidants et remarquables pour arriver à démontrer en fait et à confirmer notre hypothèse physiopathologique de cet impact de l'azithromycine en montrant que l'azithromycine avait un impact sur les phénotypes cellulaires T par le biais d'anomalies métabolomiques et influait ainsi sur la rechute. Et que tout ça passait aussi par la modification du microbiote, l'azithromycine étant un antibiotique avec des antirotypes qui étaient associés à la rechute et au phénotype lymphocytaire. Et donc, si je laisse un certain nombre de messages, le message, c'est bien identifier le type de GVH pulmonaire, je mets ça encore entre guillemets, et plutôt, je préfère appeler ça complications pulmonaires tardives non infectieuses. Les 2 outils importants, c'est le scanner thoracique, les EFR, la cinétique des EFR, les pneumopathies infiltrantes, les pneumopathies interstitielles, c'est le plus souvent corticosensible, souvent dose dépendant et faut pas hésiter dans ce contexte-là. Ça rechute souvent à la décroissance des corticoïdes, il faut être très prudent. Bon, auto-anticorps, je vous en ai pas parlé, on passe sur ça. Et la bronchiolite oblitérante, c'est un trouble ventilatoire obstructif avec une distension. Le seul traitement curatif aujourd'hui, c'est la transplantation pulmonaire. Là, tout ce qui est le travail actuel est de savoir finalement quand on peut traiter de façon plus précoce. Et puis, je finis sur cette diapositive qui est justement la réflexion en avant pour essayer de modifier les critères du NIH et d'essayer de convaincre les greffeurs de trouver un moyen assez simple. C'est finalement qui aura derrière un impact thérapeutique et un impact sur la construction d'études. C'est GVH ou pas GVH, mais en tout cas avec Ken Coop, que sur le dernier chapitre là, de l'EBMT Handbook tout récent, eh bien, on s'est dit que peut-être on pouvait classer en atteinte pulmonaire non infectieuse inflammatoire ou non inflammatoire. Donc, inflammatoire, ça va être les pneumopathies interstitielles diffuses. Et là, on peut y aller sur les traitements immunosuppresseurs, la corticothérapie et autres, et les traitements et les présentations non inflammatoires qui regroupent la bronchiolite oblitérante avec le trouble ventilatoire obstructif, la fibroélastose pleuroparenchymateuse. Et là, il faut réfléchir à d'autres modalités thérapeutiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très riche. Là, on a survolé un sujet, enfin, on a fait beaucoup d'aspects de ce sujet et c'est vrai que on en parle, nous, on nous en parle très peu. Alors, moi, j'ai une question sur la GVH aiguë dont vous avez choisi de pas parler et je comprends parce que déjà, le chronique, c'est un vaste sujet. C'est juste de nous dire un mot, si vous pouvez, sur l'entité de Late Onset Non-Infectious Pulmonary Complication. Late, c'est tardif. Mais en fait, tu veux dire IPS, c'est ça? Tu parles de l'IPS, Oui, Idiopathic c'est ça. Pneumonia Syndrome. Alors en fait, il y a un truc qui est assez étonnant. Donc, c'est pas que c'est un choix, c'est que c'est 2 sujets différents. Le poumon précoce n'est pas associé à une GVH aiguë. C'est-à-dire qu'en fait, pour quelque chose de assez mystérieux, il n'est pas reconnu d'entité de GVH aiguë pulmonaire.
Ok, ça n'existe pas, Ok. entre guillemets. Probablement que ça existe de façon infraclinique. Après, on a des entités qui sont effectivement l'IPS, l'idiopathique pneumonia syndrome, qui finalement regroupe plein de choses, qui regroupe le syndrome de prise de greffe, qui regroupe l'hémorragie intra-alvéolaire, qui regroupe l'œdème aigu pulmonaire, qui regroupe plein de choses, la toxicité du conditionnement dont Louise a parlé tout à l'heure, qui regroupe plein de choses, mais c'est pas identifié comme étant une GVH aiguë pulmonaire. Il n'y a pas cette entité-là, contrairement aux autres organes, et c'est un mystère et probablement qu'il se passe quelque chose de façon infraclinique. Mais en aigu, il y a l'IPS, ok, avec essentiellement chez les enfants d'ailleurs, et puis, mais extrêmement rare, et c'est pas identifié comme étant de la GVH aiguë aujourd'hui. Donc en fait, il faut toujours mettre l'infectieux au premier plan dans ces cas-là. Tout le temps, et très probablement, il y a une association entre les deux. C'est-à-dire, tu Bien vas sûr, ouais. avoir, si on regarde les IPS, ce qu'on fait le groupe de Michael Buck au Fred Hutch, ils sont amusés, ils ont fait plein de lavages aux malades qui avaient des, entre guillemets, IPS. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est quand ça a été diagnostiqué. Avant qu'on ait tous les multiplex, les NGS, les machins, les trucs sur les infections, tout ça avant, bah, c'était tout de l'IPS. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'IPS, ou si on regarde ce qu'ils ont montré, c'est, alors j'ai plus en tête exactement la proportion de cas où ils trouvent quelque chose, mais c'est plus de la moitié des cas. Ils trouvent qui de l'HHV6, qui n'importe quel autre virus latent, et donc voilà, il y a une espèce d'interaction entre les deux de façon évidente, et puis cette notion d'IPS qui probablement existe, hein, mais qui, une fois qu'on a éliminé toutes les causes connues, et ben finalement, pour l'instant en tout cas, c'est pas reconnu comme de la GVH aiguë. D'accord, merci beaucoup. Ok. Bah, merci beaucoup, professeur Bergeron, hein, pour ce topo et surtout, enfin, je trouve que c'est encore un message important et qu'on essaie de diffuser au sein de l'AIH, c'est de bien lire les études, de bien lire les critères d'inclusion, de bien toujours prendre en considération les littératures pour pouvoir bien interpréter. Je pense que vous avez fait un topo brillant aussi de ce point de vue-là. Et alors moi, je voulais poser une question un peu plus pratique. Pour le suivi des patients, donc qu'est-ce que vous conseillez en termes de suivi d'EFR et de suivi pneumologique en cas d'anomalie? Alors là, on n'est pas dans l'autogreffe, donc on a vraiment une tox pulmonaire derrière qui est, vous avez vu, en proportion qui est quand même très significative. Donc il n'y a aucune discussion aujourd'hui, tout le monde est d'accord, ça a pris du temps. Enfin, manifestement, tout le monde n'est pas d'accord quand on regarde l'étude sur la dataset, mais en fait, si dans ce qui est écrit, on doit faire une fonction pulmonaire. La problématique pré-greffe, la problématique, c'est que y a des centres où il n'y a pas de pneumologie, hein, c'est des centres de greffe, et donc c'est compliqué pour les patients. Mais ça se discute pas pour la bonne prise en charge du malade. Il y a des EFR pré-greffe. Ensuite, on les fait à 3 mois. Alors, est-ce que ça a un intérêt de les faire à 3 mois? Au début, je me disais, probablement non. Et puis, quand on a montré que la cinétique du VEMS dans les 3 mois était importante, oui, il n'y a pas question. On les fait à 3 mois. Et puis ensuite, alors, après, c'est 6 mois, indiscutable. Les 2 premières années sont vraiment critiques et la première année est vraiment critique. Et puis, vos malades, là, ils sont au fond de leur lit. La Disney, c'est un truc qui arrive à la fin, quoi. Ils vont mieux une fois qu'ils ont perdu tout leur poids, une fois que ça va pas bien, ils se mettent à remarcher, à ressortir, ils se disent ah bah là il y a un problème. Donc vraiment c'est l'atteinte pulmonaire s'installe à bas bruit, surtout au début, et donc c'est vraiment important de faire ces fonctions pulmonaires pour dépister avant que le patient ne se plaigne, au lieu de se dire je suis très fatigué et de réaliser que il est moins fatigué mais il est surtout essoufflé, quoi. Donc pré-greffe 3 mois, 6 mois. Moi, je fais 1 an. Les Américains disent 9 mois aussi. Je sais pas. C'est pas, voilà. Ça peut être 9 mois aussi. Et puis ensuite, 18 mois, 2 ans. Ok. Et puis après, est-ce qu'on fait plus? Est-ce qu'on fait moins? Nous, comme pneumologues, c'est vrai qu'on aime bien aller à 1 an, puis c'est ce qui nous a permis de comprendre ce qui se passait. Donc, on faisait à 1 an. Et puis, à Genève, on continue aussi à faire à 1 an. Et puis, mais on peut dire qu'on peut s'arrêter parce qu'après, pour la bronchiolite oblitérante, après 3 ans, il n'y a plus rien. Après, il reste la fibroélastose pleuroparenchymateuse, mais qui peut survenir 10 ans. Alors, est-ce qu'il faut faire des fonctions tous les ans pendant 10 ans? Bof. La seule chose, c'est que si un malade est essoufflé longtemps après, il faut faire des fonctions et un scanner. Ok. Et, euh, et l'autre chose, donc l'azitro, bon, je pense que c'est assez clair avec les études, il faut surtout plus l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire en termes de protection pulmonaire? Bon, je pense qu'arrêter le tabac, ça c'est évident, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être proposées chez ces patients?
Alors, la vraie problématique, c'est les infections et notamment les infections virales. Mm. Aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment en fait, tout ce qui est toxique sur le poumon, mais vraiment le virus respiratoire, là, tout le monde se colle là-dessus. Donc, dans les fonctions, je reviens tout à l'heure je reviens pour refaire le lien. Quand un malade fait une infection virale dans les 2 premières années ou les 3 premières années, c'est aussi fonction pulmonaire à 6 semaines derrière, hein, D'accord. 4 6 à 6 semaines. semaines Ok. derrière. Et donc, c'est là. Alors, est-ce qu'il faut mettre du Symbicort, entre guillemets, en prévention Mm. quand les patients font une infection virale, un rhume ou quelque chose comme ça? C'est de la balance bénéfice-risque, il n'y a aucune evidence base. Bah, on a un peu envie de le faire comme ça, mais je ne peux pas vous dire il faut le faire. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout Ouais. cas, on peut se poser la question. Et sinon, c'est vraiment la prévention de ça, la vaccination, la supplémentation en gamma-globuline si les malades font des infections. C'est catastrophique. Ça casse, ça stabilise, sauf quand les malades sont exacerbateurs fréquents, Ouais. ils font des infections, et là, c'est une catastrophe. C'est là que ça va à la transplantation pulmonaire. Mm. Ouais, c'est vrai que ça, on n'a pas trop parlé de la transplantation pulmonaire. Parce que j'en ai eu deux, trois ça a été discuté à Saint-Louis. Dans quel délai maintenant, vous conseillez la transplantation pulmonaire et enfin, quel niveau pulmonaire de défaillance pulmonaire vous les réalisez? Alors, probablement que euh, alors là vont être publiées des recommandations que je Ouais. cite, mais que je ne cautionne pas dans leur entier. Ah, Ça a été non, vraiment, et il n'y a pas que ouais. moi, hein. Enfin, ça a été compliqué, c'est très limite, qui Mm. sont pourtant sous l'étiquette ERS, qui est la Société européenne de pneumologie, et EBMT, quand même. Ok. En tout cas, ce qui est intéressant dedans, la transplantation pulmonaire est intéressante. Et donc, il y a il va falloir qu'on définisse des critères, probablement consensuels. Il n'y en a pas aujourd'hui. En tout cas, grave erreur de se baser sur les critères des BPCO. Grave erreur. D'accord. C'est pas le même profil obstructif, pas du tout. Je sais pas, j'ai dû faire greffer 20 ou 25 patients et au tout début, il a fallu convaincre tous les centres de greffe pulmonaire en France de considérer ces patients-là. Et au début, clairement, il fallait que ça rentre dans les critères de BPCO et en fait, c'était des graves erreurs. Parce que ces malades, c'est très bizarre. Ils ne sont pas oxygénodépendants avant très très longtemps, même quand ils ont un VMS très bas, qu'ils ne peuvent pas faire 2 pas et qu'on sait. Quand ils commencent à être exacerbateurs fréquents, c'est très mauvais. Et là, il faut Ok. commencer à se poser des questions et se dire, oulala, là, il faut qu'on mette. Après, il y a des malades, j'ai suivi des malades pendant 20 ans avec 20% de VEMS. D'accord? D'accord. Jamais exacerbateur fréquent. Et donc, c'est très important, la réadaptation respiratoire. Ça leur change la qualité de vie. Il faut vraiment, Ok. vraiment y penser. Et puis, ils s'adaptent et puis ils vivent leur vie pendant 20 ans avec 20% de VEMS. Et puis, il y en a qui ont 30 ou 40% de VEMS et qui font infection sur infection et qui, chaque année, perdent la fonction. Et là, ça va vraiment beaucoup moins bien. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Je sais pas si Sarah, tu avais d'autres questions. Non, moi, c'était bon. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ces deux topos qui étaient très intéressants. Le prochain webinaire de l'AIH aura lieu en janvier. Il y a une petite pause pour décembre avec l'ASH. Je rappelle à ceux qui sont... Alors, je vais partager